www.congotopnews.com. Ce plateau spécial sur cette question de la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, spécialement cet accord de paix, pour vous faire vivre ce qui va se passer à Washington et vous expliquer dans le moindre détail. Nous avons fait venir sur ce plateau à ma droite Thierry Mosenepo. Il est acteur politique, il est aussi mandataire public, mais ici il va avoir son mot à dire sur cette paix, cet accord de paix. Vous allez avoir les détails au cours de cette émission, bien entendu. Et puis nous avons à ma gauche trois personnalités. Je vais essayer de vous les présenter, certainement que vous les connaissez. D'abord, le professeur Joseph Adolphe Boto. C'est un scientifique, enseignant à l'IFASIC, mais il est directeur général adjoint à la radio-télévision nationale congolaise. À côté de lui, Karline Nzanzi Kassivita. Nzanzu. Voilà. Karline Nzanzu Kassivita. Il est ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, actuellement député national à l'Assemblée nationale. Vous comprenez donc qu'il a des informations sérieuses sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je ne serai pas seul pour cette animation. Ce soir, Blaise Boko Kiasanza est avec moi. Bonsoir Blaise. Bonsoir Eddy. Bonsoir Thierry. Bonsoir Eddy. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Adolphe. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Bonsoir honorable. Bonsoir. La toute première question, c'est à vous que je vais la poser. Honorable, vous êtes élu de la province du Nord Kivu. C'est là que crépitent les armes. Tous les ans, ça fait pratiquement 30 ans, quand vous entendez parler de l'accord de paix. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant? Bonsoir. Il faut d'abord retenir que je suis de cette génération qui souffre des affres de la guerre. Je suis né au Nord Kivu, j'ai grandi dans cet environnement de paix ni guerre ni paix tout le temps. Et nous avons été victimes tout le temps des agressions rwandaises. J'ai été à Goma pendant l'RCD, j'ai été là pendant les CNDP et le premier 1-23. Et j'ai fui plusieurs fois cette ville de Goma, comme aujourd'hui, toute ma famille et moi-même, j'ai fui encore une fois la ville. Avoir les informations sur ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, demain à Washington, sur la signature d'un accord de paix, d'abord ça me réjouit comme ressortissant de cette province parce que la population a besoin de la paix. La population a besoin de l'arrêt des hostilités. Et la population a besoin effectivement du développement de cette contrée, cet espace qui a été meurtri pendant très longtemps par non seulement l'agression rwandaise, mais aussi les groupes armés locaux. Et je crois que c'est un événement qu'il faut saluer et qu'il faut soutenir comme Congolais, parce que nous avons besoin de cette paix. Certes, après 30 ans, plus de 30 ans de guerre, on peut avoir des pessimistes. Mais comme député national, moi je voudrais d'abord investir toute ma confiance aux autorités qui négocient, au premier rang le chef de l'État qui oriente la diplomatie congolaise aujourd'hui, arriver à avoir un pareil comme les États-Unis dans ces discussions avec le Rwanda. Je crois que c'est quelque chose d'important qu'il faut saluer comme peuple, mais évidemment il y a beaucoup de choses à faire parce que les chefs de l'État avaient d'ailleurs bien dit avant que la solution pour les sécurités dans notre pays a trois réponses, trois dimensions de réponse. Il avait épinglé la diplomatie. Aujourd'hui, nous sommes en train de saluer les avancées et demain, nous allons observer la signature de cet accord. Donc il faut saluer les combats au niveau diplomatique. Il avait essuyé sur la question politique. Vous êtes tous témoins qu'il y a des discussions à Doha avec l'AFC M23 qui est pratiquement l'allié droit du Rwanda. Mais aussi, nous devons nous dire la vérité comme Congolais. Nous devrions beaucoup travailler aussi sur l'aspect militaire pour que la diplomatie
et les politiques puissent tenir. C'est la raison pour laquelle, à ma qualité de représentant du peuple qui souffre, je salue cette vision du président de la République qui avait déjà fait un très beau diagnostic sur les réponses à apporter à la question de sécurité. Et je crois que la République a la chance aujourd'hui de pouvoir observer cela arriver. Il est de notre devoir, tous comme Congolais, de capitaliser cette avancée qui est assez remarquable. Honorable, vous êtes encore sur ce plateau. Je vous signale que nous aurons de temps en temps Blaise Bokokia pour nos amis qui sont à Washington, Oscar Kusema et Oscar Mataï. Oui, ils sont là. Nous sommes en contact avec eux. Giscard va nous parler des différentes personnalités politiques congolaises qui ont déjà fait le déplacement de Washington, avec en tête le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux dernières nouvelles, nous apprenons également qu'il y a le président rwandais, Paul Kagame, qui est arrivé en seconde position. C'est le président qui est arrivé avant. Kagame est arrivé et puis il va nous décrire l'ambiance qui règne. Oscar va nous décrire l'ambiance qui règne à quelques heures de la signature de cet accord très important. Rappelons-le, la mouture a été faite à partir du 27 juin 2025. Je rappelle quelques points, si vous me le permettez. Il y a le respect de l'intégrité territoriale et certaines cessations des hostilités. Il y a la mise en œuvre des mesures de sécurité et retrait des forces non autorisées. Il y a le désarmement, démobilisation et gestion des ex-combattants. Il y a le mécanisme de coordination, conjointe de coordination, de sécurité. Et il y a également la protection des civils, retour des réfugiés et accès humanitaire. Il y a aussi le rôle du mécanisme régional international. Et enfin, il y a ce comité conjoint surveillance pour essayer de réglementer les choses juste après la signature de cet accord. Merci Blaise Bokokia. En République démocratique du Congo, on sait que ce n'est pas écrire le problème. Il y a plusieurs écrits de cette nature. Adolphe Boto, vous êtes sur ce plateau. Quels sont les engagements des partis? C'est ce qui nous intéresse le plus. La République démocratique du Congo est signataire, le Rwanda signataire, mais si on regarde de plus près, il faudrait que les engagements tiennent. Alors cet accord, à proprement parler, comme c'est écrit ici, c'est l'accord de paix et de sécurité et d'intégration économique. Il y a là deux dimensions. Il y a la dimension paix et sécurité, d'une part, et d'autre part, la dimension intégration économique. Sur le plan sécuritaire, les partis ont pris des engagements. Il y a des engagements qui ont été pris de façon unilatérale en tant que parti, et il y a des engagements qui ont été pris en commun entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda, par exemple, s'est engagé à respecter l'intégrité territoriale de la RDC, de part et d'autre. Le Rwanda s'est engagé à se retirer de la RDC dans cet accord. Ça sera signé demain. Et le Rwanda s'engage à ne plus appuyer le M23. Du côté de la RDC, c'est la grande revendication du Rwanda, c'est que la RDC s'engage à ne pas soutenir le FDLR et à contribuer pour que le FDLR soit désarmé, démobilisé et relocalisé. Et ce qui est intéressant, l'accord stipule qu'il soit réintégré. Et ça, je te peux réintégrer, réinsérer. C'est des Rwandais, donc ils sont attendus d'être réinsérés au Rwanda. Mais il y a des engagements pris en commun par les deux parties. La RDC et le Rwanda s'engagent à respecter l'un et l'autre l'intégrité territoriale de chaque pays. Ils s'engagent à régler désormais leurs différends par la voie diplomatique. Ils s'engagent, je parle de la sécurité, ils s'engagent à neutraliser les groupes armés dans la région. Donc à travailler, et tout à l'heure on a parlé d'un cadre de coordination sécuritaire, et donc ce travail sera fait en commun et par des troupes, des forces rwandaises et des forces congolaises mises ensemble sous la supervision des experts américains. Et ça c'est très intéressant. Et donc il n'y aura plus d'arguments pour dire le Congo ne démobilise pas le FDLR parce que les Rwandais seront là. Ils ont déjà été là avec le RCD, ils ont déjà été là. Aujourd'hui ils sont là. Lorsqu'on demande au Congo
démobiliser les FDLR. Les FDLR sont les territoires occupés par la M23. Et donc, ce sera plus intéressant qu'ils fassent ce travail ensemble devant des experts des États-Unis. Encore plus intéressant, les deux parties s'engagent à livrer les éléments qui sont accusés de crimes. Des crimes de guerre, des crimes de génocide, ainsi de suite. Le volet économique, c'est qu'ils s'engagent les deux à créer un cadre d'intégration économique. Donc, ils vont présenter des projets en commun aux partenaires américains et européens. Ils vont travailler pour la transformation de minerais localement. Ils vont travailler pour des projets communs sur des projets d'infrastructures transfrontalières. On en a déjà, comme les barrages de Ruzizi, de ce genre de projets. Et ils vont travailler pour que l'économie de tous ces deux pays puisse évoluer. Voilà. Voilà, donc le décor est planté, les explications sont claires sur ce qu'il y a dans cet accord. Thierry Mosenepo, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes un acteur politique, vous suivez depuis assez longtemps cette activité politique ou cette actualité politique en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, on parle de la guerre dans cette partie-là. Il y a plusieurs accords. C'est quoi la différence cette fois? Merci beaucoup Eddy et merci beaucoup à tous ceux qui, de manière brillante, ont brossé la quintessence même de cet accord. Mais on ne peut pas parler de cet accord sans reculer et comprendre exactement comment est-ce que l'ingéniosité de Félix Tshisekedi a fait en sorte qu'on en arrive là aujourd'hui. Parce que le fait même, et je pense que le professeur Voto l'a expliqué, qu'on imbrique la sécurité et l'économie est une ingéniosité qui va permettre à ce qu'il y ait des intérêts communs et pas du tout penser à un bradage de nos richesses. D'abord, il faut séquencer les choses. Cette guerre que nous connaissons aujourd'hui depuis 30 ans a connu des feuilletons, 3 principalement. Premièrement, il faut noter qu'en 1994, la première vague des troubles que notre parti Est a connue, c'est avec le génocide rwandais. Les FDLR, qui étaient la force qui soutenait le président Habyarimana, se sont déversés en République démocratique du Congo. En les chassant, les forces qui venaient de prendre le pouvoir au Rwanda ont utilisé ce prétexte pour attaquer le pouvoir du président Mobutu. Déjà là, il y a une déstabilisation de l'Est. En ce moment-là, le Rwanda, de manière frontale, de manière personnelle, était présente sur le sol de la République démocratique du Congo. Ensuite, après la guerre de 6 jours, où à Kisangani les armées rwandaises et ougandaises se sont battues, le Rwanda a cessé de s'impliquer personnellement et a commencé à utiliser des proxys. D'abord avec le RCD, ensuite avec le CNDP, le M23 et ainsi de suite. Donc les feuilletons qu'on a connus entre 2001, puis 2008, 2012 et maintenant encore, c'était cette stratégie de proxy utilisée par Paul Kagame. Maintenant la différence c'est quoi? C'est que depuis tout ce temps, Paul Kagame a réussi à se faire passer comme étant la victime qui était en train de subir une insécurité fantomatique, orchestrée soi-disant par Kinshasa via les FDLR, et à chaque fois demander à ce que le Congo puisse parler avec les proxys. Ce qui fait que nous n'étions en train de parler qu'avec l'ombre et non avec la personne principale qui déstabilise le pays. Ce qui fait que tous les accords qui ont été signés, notamment d'Arusha, et pour venir finalement à celle d'Addis Abeba, il n'y a eu que des contacts entre la République démocratique du Congo et entre parenthèses des rébellions, qui en réalité n'en étaient pas. C'était le Rwanda qui nous agressait. Il a fallu l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi pour finalement dire à toute la communauté internationale, avec des preuves à l'appui, notamment venues des ONG, des experts de notre gouvernement et des experts des Nations Unies, pour épingler Paul Kagame comme étant le principal acteur de tout ce méandre que notre pays a connu. Maintenant, la réalité qui lie aujourd'hui avec les États-Unis est laquelle? Parce qu'à l'époque, cette guerre était une guerre de rente. Ça n'a jamais été une guerre de paix ou quoi que ce soit. C'était une guerre de rente sur les minerais de la RDC. Parce qu'entre 2000 et 2010, les premières traces d'importance des minerais stratégiques ont commencé à naître avec les batteries de lithium. Donc les minerais stratégiques, les terres rares, cobalt et tout ce qui va avec, les 3T comme on dit, étaient devenus tellement stratégiques qu'il fallait les utiliser. 2 pays se sont battus, avec bien sûr la France au milieu, ou l'UE, se sont battus pour avoir une main mise sur ces minerais.
Donc le Rwanda était utilisé comme tête de pont pour récupérer ces minerais. Parce qu'un pays qui n'a pas le coltan mais qui en est le premier producteur, signifie donc qu'il était mis en tête de pont pour piller la République démocratique du Congo. Et certains offices aux États-Unis appuyaient cette stratégie-là. Donc lorsque Félix Tshisekedi arrive, il comprend donc qu'il faille mettre les deux intérêts ensemble, c'est-à-dire d'une part la paix, pour la République démocratique du Congo surtout, et d'autre part les minerais qui aujourd'hui, depuis 2020, les 3T sont devenus une cause de sécurité nationale aux États-Unis. Donc le président a bondi sur ce besoin pour démontrer aux États-Unis qu'il serait mieux de venir par la porte plutôt que de passer par la fenêtre, c'est-à-dire le Rwanda. Donc, Thierry, pour compléter ce que le prof a dit, c'est qu'en réalité, cette intégration régionale, ce n'est pas du tout un bradage de nos minerais, parce que nous le faisons déjà. Nous le faisons avec qui? Nous le faisons notamment avec l'Angola. Aujourd'hui, Kobil, par exemple, a signé des accords avec la Sonangol pour l'exploitation du pétrole brut dans les hauts plateaux qui se trouvent en haute mer. Et nous avons aussi des discussions avec l'Ouganda en ce qui concerne l'exploitation du pétrole qui se trouve dans le lac Albert, dans le Graben Albertine. Nous avons des discussions avec le Congo-Brazzaville sur le projet Pont-Rotrail. Donc ça signifie que ce genre de projets intégrateurs vont aussi être appliqués dans cette partie du pays. Voilà, donc Thierry Mosenepo, c'est un optimisme débordant, en tout cas de mon point de vue, mais honorable Karine Zanzou Kassivita, vous êtes élu du Nord Kivu, justement. En tout cas, je ne crois pas qu'au Nord Kivu, on soit aussi optimiste vu le passé des différents accords en République démocratique du Congo. Et si, après cette signature, le Rwanda, comme on l'a dit, lui est derrière, il envoie l'ombre, continue à faire du bruit en RDC. Comment ça va se passer? Il faut d'abord rappeler qu'entre les États, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis éternels. Nous avons un passé avec le Rwanda. Ça peut amener beaucoup de Congolais à douter, avec raison. Mais nous avons aussi une histoire. Le professeur à côté de moi a rappelé que nous avons des projets intégrateurs, il a cité Ruzizi. Il y avait une coopération régionale dans l'État, entre nous, le Rwanda et le Burundi. Et l'électricité que nous avons à Goma vient de cette coopération. Je crois que le socle de la paix dans cette région, c'est aussi travailler dans ce dynamisme de coopération régionale. Nous ne pouvons pas nous appasser, parce que déjà nous le faisons. Moi je vis à Goma, et c'est là où j'ai grandi, mais entre nous et Gisenyi, la ville de Goma et Gisenyi, il y a plus de 50 000 personnes qui passent les frontières de part et d'autre. C'est déjà une coopération de fait. Aujourd'hui, le président de la République est en train de formaliser ces cadres à travers ces accords pour que demain, le Rwanda qui avait la main basse à travers les proxys, comme l'a dit notre ami Thierry, a accédé à nos ressources. Le Rwanda n'aura plus cette possibilité. On va intégrer des canaux économiques très formels, et le partenariat entre nous et les États-Unis va consolider ces cadres d'intégration régionale. Et donc, pour nous du Nord Kivu, nous saluons cette approche, parce que nous le savons. Effectivement, je l'ai bien dit, il y a des dimensions sur lesquelles nous devons travailler à l'interne. La question de la gouvernance. Et comment nous allons administrer nos territoires. Et le salut de cet accord, c'est qu'on a d'abord commencé par le respect de l'intégrité. Ça veut dire que c'est Kinshasa qui va envoyer des délégués, des communes de l'État qui vont administrer ces entités. Et la puissance publique de Kinshasa va s'exercer sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer, parce que c'est une avancée. Il y a des territoires aujourd'hui contrôlés par les 1-23 qu'on a perdu. Il y a la perte de contrôle de Goma et de Bukavu. À travers ces accords, à travers cet accord, nous allons
pouvoir exercer notre souveraineté sur l'ensemble du territoire. En même temps, nous allons continuer à administrer, à rencontrer les questions sociales de la population. Il y a tant de déplacés, et il y a tant de vulnérables, il y a tant de réfugiés aussi, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, quand le pouvoir de Kinshasa va s'exercer sur l'ensemble du territoire, ces questions vont être rencontrées et dans l'accord, on a des questions comme ça, parce qu'on parle de réfugiés. Mais ce qui est plus important aujourd'hui pour nous, la République démocratique du Congo, c'est d'avoir cette garantie qui est cautionnée par les États-Unis, parce que le Rwanda aujourd'hui a finalement accepté, à travers l'esprit de cet accord, de ne plus soutenir les groupes armés. Parce que le Rwanda a soutenu l'RCD, il a soutenu le CNDP, il a soutenu le M23, 1 et 2. Et je crois que cette récurrence dans cette politique d'agression que le Rwanda mène contre notre pays, on arrive à dire non, à stopper avec ces accords. Et je crois que c'est très important pour nous comme pays et les garanties que nous avons de nos partenaires internationaux. Je crois que les Congolais devraient être plutôt optimistes, mais l'optimisme ne nous dit pas d'être pratiquement dans la fête. Nous devons être vigilants, parce que la dimension de la gouvernance interne, et je vous ai parlé de la question de la gouvernance sécuritaire, je sous-entends aussi l'armée, nous devons travailler sur ça, et nous devons prioriser la défense de notre État, la défense de la souveraineté de notre pays, parce que si demain, après 5 ans, le Rwanda constate que nous avons les mêmes difficultés sur le terrain de contrôle, il peut encore revenir sur ça. Vous savez, je l'ai bien dit, il n'y a pas d'amis. Aujourd'hui, on peut devenir amis, mais demain, s'il trouve des occasions, le Rwanda, s'il trouve des occasions, il peut encore revenir en charge. C'est à nous de profiter de cette trêve importante pour nous, de consolider tous les arrières et de sécuriser notre pays. Oui. Je voulais compléter rapidement, honorable. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, nous devons nous dire une vérité. Cet accord n'est pas une capitulation, mais c'est une victoire de la RDC. Pourquoi je le dis? Paul Kagame ne pouvait jamais de bonne foi accepter de signer un tel accord de manière personnelle en engageant le Rwanda. Parce qu'il y a été contraint. Contraint par quoi? Contraint par la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Le Rwanda, tout ce que le Rwanda gagne en termes de rente minière, qui passe par la contrebande, est utilisé à 80% par une structure économique qui appartient au parti politique majoritaire du Rwanda. Ce n'est pas utilisé pour soutenir le développement de ce pays. Par contre, le développement du pays Rwanda est soutenu par les apports extérieurs à hauteur de 56%. Or, Kagame a utilisé le soft power Rwanda pour vendre l'image d'une gouvernance impeccable. Ce qui a eu comme conséquence toutes les mannes qu'il a eu à recevoir depuis tout ce temps, et même en vendant le génocide. Maintenant, avec le travail qui a été fait sur la diplomatie congolaise, on a finalement découvert, le monde entier, une opinion internationale s'est créée autour du fait de comprendre que Kagame est un tueur. Et qu'en réalité, le soft power rwandais qui était présenté était un leurre. Donc, la plupart des financements qui soutenaient le budget national rwandais a été retiré. Ce qui fait que le Rwanda s'est retrouvé dans des difficultés énormes. D'abord, premièrement, pour rembourser les investissements qataris pour la construction de l'aéroport du Rwanda, certains hôtels, et même pour Rwandair, parce que Rwandair principalement desservait certains pays en passant par la République démocratique du Congo. Le fait de cette interdiction aérienne-là a causé des pertes de près de 40% au budget d'exercice de Rwandair. Tout cela a mis Kagame à genoux. Donc le monsieur que vous voyez à Washington là est un monsieur qui est battu. Nous allons revenir sur cette position de Thierry Mosenepo, qui l'étaye avec des évidences bien entendu. Blaise Bokokia, vous croyez à la vigilance? Vous pensez qu'il faut rester vigilant, même si
les espoirs sont permis avec cet accord. Oui, la vigilance doit être de mise et de Tchala. On connaît l'acteur et où le joueur est son mode opératoire. Moi, je crois, en toute vérité, que Kagame, c'est pas de bonne foi qu'il va à Washington pour signer cet accord. On a vu, regardez la trêve pendant la première rencontre avec, entre la RDC et le Rwanda, depuis le mois de juin, faites un calcul, et aujourd'hui nous sommes au mois de décembre. Pourquoi les choses ont tardé? C'est parce que Kagame n'est pas de bonne foi. Kagame s'est enrichi par les richesses congolaises et il faut être logique vis-à-vis de nous-mêmes pour dire que c'est pas de bonne foi qu'il va signer et c'est quelqu'un qu'il faut surveiller de très près parce que il n'a jamais respecté d'abord ses engagements et il ne cédera pas avec aussi beaucoup de facilité toutes ces richesses qu'il a eu l'habitude de exploiter pendant plusieurs années. Voilà, donc Adolphe Voto, imaginez que l'accord ne soit pas respecté. Qu'est-ce qui arrive après? En fait, ceux qui ont conçu cet accord ont pris de précautions, c'est-à-dire que les deux parties et les témoins, c'est-à-dire les garants, c'est pas pour rien qu'on l'appelle des garants, c'est-à-dire ils ont donné des gages pour que cet accord soit respecté. Ils ont mis en place, ils ont pris l'engagement de créer un mécanisme conjoint de suivi de cet accord. Et entre autres mécanismes, c'est que, par exemple, pour l'aspect sécuritaire, c'est que les forces, on doit mettre en place des forces pour surveiller l'exécution de cet accord-là, qui sont composés de forces congolaises et rwandaises, mais aussi des experts américains, témoins, et nous avons dit. Et cet accord met en place des mécanismes tels que donc cet accord-là de suivi a double mission, non seulement de surveiller ou bien de suivre l'exécution de cet accord, mais aussi de dénoncer chaque fois le non-respect de cet accord. Et en cas de non-respect, il y a des sanctions qui sont prévues. Des sanctions diplomatiques, mais surtout commerciales, à ce niveau-là. Donc, il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour que cet accord soit respecté. Mais je peux dire que cet accord, s'il est signé dans ces termes-là, et comme a dit Bokokia, le Congo avait été enthousiaste pour cet accord. Et c'est le Rwanda qui traînait les pieds. Parce que le Rwanda était conscient que cet accord va le piéger. Quand on dit par exemple il faut démanteler le FDLR, mais ce sont les troupes rwandaises qui seront là pour démanteler le FDLR. Ils n'auront plus de prétexte. Et en plus, il y a des militaires américains qui seront là. Et aujourd'hui assistés par la technologie et tout ça. Donc ce double discours ne va plus tenir. Par exemple, si on dit il faut, entre autres mécanismes, il faut sécuriser la population. Vous savez, par exemple, dernièrement, jusqu'à hier, Paul Kagame s'opposait à ce qu'on rouvre l'aéroport de Goma. Mais ici, il y a un accord qui dit qu'il faut assister cette population. Il n'a plus de prétexte pour ne pas ouvrir l'aéroport de Goma. Sinon, il va violer l'accord. Voyez-vous? Donc, dans beaucoup de points de cet accord, c'est le Rwanda qui va réfléchir deux fois. Mais ils ont les mains liées. Et entre autres, la dernière chose pour laquelle je pense, c'est que c'est quand même Trump qui s'engage de cet accord. On a signé, en fait, cet accord, en fait, c'est la ratification de l'accord du 27 juin, qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères. Je ne vois pas Trump se pointer avec Tshisekedi et Kagame devant le monde entier, signer un accord pour que demain, il ait à s'expliquer. Connaissant tel que les dirigeants américains fonctionnent, je crois qu'il en est arrivé au moment où on dit, monsieur, je crois que c'est assez, signé et on va l'exécuter. On va l'exécuter, nous pensons que c'est dans cette direction-là que ça va évoluer. Thierry Monsenepo, vous suivez bien ce qui se passe au Rwanda, il y a eu un remaniement. Comment vous expliquez que quelqu'un qui soit sous les feux des États-Unis d'Amérique, comme James Kabarebe, Kagame le nomme plutôt conseiller spécial en matière de sécurité, matière de défense et sécurité, conseiller spécial. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon de narguer les États-Unis parce que Kabarebe est sous sanction américaine? D'accord, je vais répondre à votre question, mais je voulais d'abord rebondir à ce que mon frère honorable a dit, parce que c'est quand même intéressant. Il ne faille pas seulement surveiller le Rwanda. La question de la gouvernance dont vous avez parlé est très importante. Le Congo doit être responsable de sa gouvernance, surtout militaire.
Parce qu'aujourd'hui, certes, à cause de la guerre et de l'importance des minerais stratégiques, des terres rares, comme je venais de le dire, l'Est de la RDC est la poule aux odeurs. Mais demain, nous aurons une guerre sur l'eau. Rappelez-vous que le président qui est décédé, le président tchadien Idriss Déby, voulait capter l'eau à l'embouchure du fleuve Congo pour emmener chez lui. Demain, nous aurons une guerre pour les terres arables. Rappelez-vous ce que les Mbororo ont fait dans la province de l'Ituri. Donc, ça signifie que nous devons nous préparer à surveiller tout le monde. Nos 9 voisins, nous devons les surveiller. C'est notre responsabilité. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, le remaniement qu'il y a eu au Rwanda est très stratégique et très parleur. Parce que je vous ai dit ici qu'il y a un malaise sérieux au Rwanda. Rappelez-vous, il y a exactement 8 mois, il y a eu plus de 27 officiers rwandais qui ont été écartés de l'armée. D'autres même ont été mis à la retraite anticipée. Pour la simple raison qu'avec cette grogne, c'est-à-dire, il y a des fils et des filles rwandais qui sont morts lors de cette guerre parce que notre armée les a sévèrement tués. C'était des mesures de défense, bien sûr. Il y a même Human Rights Watch qui a parlé d'un cimetière qui jouxte Gisenyi, qui s'est rempli à près de 1700 tombes en l'espace de 3 mois. Et il y a un problème d'argent. Parce que les régimes dictatoriaux ne se maintiennent que par la peur, par la corruption et par les meurtres. Donc, au sein même de l'appareil sécuritaire de Kagame, il y a un malaise. À cause de cette guerre, mais aussi à cause de cette frappe que Félix Tshisekedi a eu à leur donner. Maintenant, si aujourd'hui, Kagame se retrouve dans une insécurité interne, c'est parce que la plupart de ceux avec qui il a pris le pouvoir, il a réussi à les éliminer, sauf James Kabarebe. Donc James Kabarebe aujourd'hui reste un danger tant qu'il est vivant de Paul Kagame. Et qu'est-ce qu'on fait d'un ennemi dangereux? Soit on l'élimine, si on n'arrive pas à l'éliminer, on le met à côté de soi. Ce n'est pas pour narguer les États-Unis, c'est parce que le gars est dans une position d'insécurité. Donc il a même peur de son propre frère d'armes, James Kabarebe. D'où cette nomination, malgré les sanctions, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Du jour au lendemain, James Kabarebe peut prendre des éléments et descendre Kagame. C'est comme ça même que vous voyez de plus en plus, il s'appuie sur ses enfants qui ont fait l'armée aussi, pour les monter en grade dans les RDF. Les RDF. Adolphe Boto, vous êtes professeur à l'IFASIC. La question de l'information est très importante. Comment la gérer en cette période? Le gouvernement rwandais est passé maître dans l'art de manipuler l'information et d'injecter dans la population congolaise le poison rwandais, comme le ministre de la communication, oui, Patrick Moya le dit, poison rwandais. Comment la RDC devrait se préparer à contrer cette désinformation, cette manipulation de l'opinion par des informations montées depuis des officines au Rwanda? En donnant simplement la bonne information. Vous savez, quand une bouteille d'eau ou un récipient est rempli d'eau sale, pour le blanchir, il suffit seulement d'y verser de l'eau propre. Et au fur et à mesure que vous verserez de l'eau propre, l'eau sale va déborder et à la longue, le récipient aura de l'eau propre. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire le jeu de Kagame parce que nous avons un discours qui est logique, un discours qui est sensé, un discours qui est légitime. Donc, c'est question que par tous les mécanismes, par les médias classiques, par les médias, par les réseaux sociaux, continuer à donner la bonne information. Aujourd'hui, je crois que le Congolais est assez mature. Et donc, le Congolais a de l'espoir, et c'est à nous. Je crois que le travail ne fait que commencer. Après cet accord, il faut vulgariser cet accord et l'expliquer. Et dans tous les mécanismes, il faut que la communication puisse jouer son rôle. Chacun joue son rôle. L'armée, on l'a dit ici, la politique, mais surtout la communication doit jouer son rôle pour expliquer cet accord. Parce que je pense que c'est Kagame qui a plus à perdre. Et c'est pourquoi il traînait les pattes. Mais il a comme l'accord de coup. Par exemple, vous parlez tout à l'heure de l'histoire de James Kabarebe et de tous ceux qui ont commis des crimes. Dans l'accord, c'est stipulé, les deux parties s'engagent à livrer des criminels. Ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. C'est crimes noir et blanc. Mais ces gens-là, ils ne sont pas au Congo. Ils sont soit au Rwanda, soit dans le rang de M23. Et donc, à un moment, lorsque les activistes des droits de l'homme
lorsque les partis vont démontrer que telle personne c'est un criminel et que son dossier est remis à la CPI ou dans quelque instance, ils seront obligés de le livrer. Ils seront obligés de les livrer. Honorable Carly Nzanzou, vous avez un rôle important à jouer, je le pense, dans la communication avec la base. À Beni, à Butembo, à Rutshuru, ça c'est dans le nord Kivu, mais aussi oui, dans le Massissi, dans le Walikale, partout là-bas. Vous avez un rôle important à jouer. Est-ce que vous avez des relais sur place pour essayer, tant que vous ne pouvez pas encore arriver sur ce territoire occupé là, est-ce que vous avez des relais pour pouvoir passer des messages et expliquer plus ou moins clairement les contenus de cet accord et les étapes à suivre? D'abord, s'il faut parler de moi, je crois que je ne suis pas une personne à présenter. J'ai été député provincial dans cette province, ministre provincial, j'ai été gouverneur, 2 fois élu député national dans la même province. Les canons, nous les avons. Mais il faut avouer que les attentes de la population du Nord Kivu sont tellement nombreuses de voir la paix arriver si vite. C'est pourquoi même aujourd'hui, même demain, cette population nous appelle à chaque instant pour savoir où en est-on. Et donc, avant même que nous décidions de les appeler, la population a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que les gens vivent des atrocités énormes, les gens souffrent, les gens ont abandonné leurs activités économiques, les gens sont dans les camps de déplacés au Burundi, en Ouganda. Ils ont besoin effectivement de rentrer à la maison. C'est la raison pour laquelle les canaux comme la RTNC et d'autres médias sont aussi importants pour communiquer avec cette population, et nous le ferons régulièrement. Nous avons déjà commencé à expliquer à la population qu'il est important qu'on ait la paix dans notre pays, qu'il est important évidemment de soutenir cette politique d'intégration régionale. Et je vous ai déjà dit d'ailleurs à Goma, les gens comprennent mieux cette politique. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui est à Kasindi, qui de temps en temps, chaque jour, il se rend au marché en Ouganda et rentrer à Beni. Et la même chose pour ceux qui sont à Mahagi. C'est la réalité de notre pays. Et Thierry l'a bien dit, nous devons projeter notre sécurité à long terme, parce que nous avons plusieurs pays frontaliers qui avient la RDC, qui avient les ressources de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le Rwanda, mais demain, ça peut être un autre pays. Mais nous avons déjà une histoire, une expérience dans la gestion de conflits, et je crois que la RDC devrait être le rempart pour tous les autres pays au niveau de l'Afrique centrale, et nous sommes en train de le devenir pour la population du Nord Kivu qui attendent beaucoup de la mise en œuvre, parce que demain, sûrement, ça va être la signature, mais il y a l'étape de la mise en œuvre. Et nous pensons que, en regardant l'environnement dans lequel cet accord va arriver, la question de la mise en œuvre va sûrement aussi être facilitée. Et nous pensons que l'histoire de la confrontation avec le pays voisin va avoir un terme d'ici là. Va avoir un terme d'ici là. Pendant que nous parlons sur ces plateaux, depuis hier d'ailleurs, les balles crépitent dans le sud Kivu, aux alentours de Kamanyola. On dit même que il y a des coups de feu qui viennent depuis le Rwanda jusqu'en République démocratique du Congo, précisément à Kamanyola. Thierry Monsenepo, si on parle de la communication pour le peuple de la RDC, dans le nord, dans le sud Kivu, il faut aussi parler de la communication pour le peuple rwandais. Le président de la République a pris le soin d'expliquer que nous ne sommes pas en conflit avec le peuple rwandais. Mais le peuple rwandais semble être en prison, il est manipulé. Est-ce qu'il y a moyen d'imaginer des communications qui maintiennent la fraternité entre les peuples? Parce que ça aussi, il faudrait y penser. L'honorable a dit tout à l'heure qu'il y a près de 50 000 personnes en temps normal entre Goma et Gisenyi. Donc ça ne devrait pas se terminer. Même maintenant, pendant qu'il a vu oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a moyen de trouver des communications qui
expliquent aux Rwandais ce qui se passe et ce que leurs dirigeants, notamment leur président de la République, est en train de faire en RDC? Je pense, mon frère Eddy, qu'il faut d'abord reconnaître le fait qu'au Rwanda, cette population-là, dans la grande majorité, est en train de vivre une prison à ciel ouvert. Parce que la dictature qui est empêche la liberté d'expression que nous connaissons ici en République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à lire les rapports de Reporters sans frontières et des autres ONG qui scrutent les questions de liberté d'expression et les droits de l'homme. En ce qui concerne la communication, moi je pense que cet accord est une opportunité pour notre pays, pour que finalement nous puissions stratifier de manière stratégique notre communication. Notre communication doit être désormais considérée comme étant une action à mener sur le plan interne. Le professeur Adolphe venait de le dire, en vulgarisant l'accord qui sera entériné demain, en expliquant à nos populations, parce que la plus grande priorité c'est d'abord notre opinion interne, en vulgarisant cet accord, en sensibilisant nos populations, mais aussi à créer des corps d'élite. Des personnalités comme le professeur Adolphe devraient aujourd'hui constituer des task force pour communiquer non seulement sur la République démocratique du Congo, mais sur les enjeux. Pourquoi? Parce que depuis 1998, le Congo vit ce qu'on appelle le Congo bashing sur le plan communicationnel. C'est-à-dire que toute personne qui parle du Congo n'en parle qu'en termes de viol, n'en parle qu'en termes de guerre, n'en parle qu'en termes d'instabilité. Il est très important aujourd'hui que nous puissions avoir une communication positive sur notre pays. Et cela doit être porté par une élite qui se mette en task force qui permette à ce qu'il y ait une telle communication. Deuxièmement, en interne, c'est la sensibilisation des médias. Aujourd'hui, les médias sont un vecteur imparable. Avec les nouvelles technologies de l'information, toute personne qui a un terminal smartphone a la possibilité d'avoir accès à de l'information. Mais est-ce que cette information va la désinformer ou réellement l'informer? C'est un travail qui doit se faire aussi à ce niveau-là. Et finalement et enfin, c'est que réellement dans un pays stratégique comme la République démocratique du Congo, on ne peut pas vivre sans une sensibilisation continue. Nous avons connu cela, il faut dire la vérité, à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila. La guerre qui a été portée comme étant une guerre longue et populaire a été une sensibilisation populaire. Et nous devons nous mettre dans cette position-là, parce que la sensibilisation populaire permet non seulement de créer un socle populaire, mais aussi une sensibilisation qui nous permettra d'avoir une armée. On ne peut pas, avec une dimension telle que la République démocratique du Congo, continuer à avoir une armée de 100 000 hommes mécanisés. Ça vous fait pratiquement un militaire sur 72 km. C'est dangereux. Nous devons, avec notre superficie de 2 345 409 km², avoir une armée mécanisée d'1 million de personnes. Mais sans une mobilisation, sans une communication de mobilisation, on ne va pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver, honorable. Est-ce que c'est dans cette optique que vous rangez l'adoption, pas l'adoption, mais la proposition du budget qui reprend pratiquement près de 30% des revenus nationaux à la défense nationale? Il faut avouer qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans la préparation du budget 2026. Mais aussi, nous devons être certains que nous avons encore beaucoup de défis. Nous avons un grand territoire, nous avons des défis sécuritaires presque partout dans la partie orientale, à Nituri, au nord Kivu, au sud Kivu, et même à Kwamut. Nous devrions effectivement, comme opinion publique, comprendre que l'armée et les autres services de sécurité méritent d'avoir le moyen pour pouvoir nous sécuriser. C'est la raison pour laquelle, au-delà du budget, il faut réfléchir sur d'autres mécanismes de financement de l'appareil sécuritaire, de l'armée et la police. Et c'est possible. Il y a un moment, on avait réfléchi sur un fonds spécial pour la défense de la République. Je crois que des débats comme ça devront commencer. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, je suis dans la commission défense et sécurité. Nous avons commencé des réflexions parce qu'il faut anticiper. La meilleure sécurité, c'est l'anticipation. Nous ne devrons pas
continuellement penser que toutes les fois qu'on aura des difficultés sécuritaires, il faut se retrouver sur une même table avec celui qui nous a attaqués. À un moment donné, il faut que les gens aient la peur de nous attaquer. Et c'est là où on devra aller, et je crois que cette perspective qui arrive, celle d'intégrer l'économie avec la sécurité, vont nous permettre d'avoir plus de ressources, parce que quand on intègre l'économie régionale, il y aura des emplois qui vont se créer. Imaginez-vous, je parle le seul exemple du Nord Kivu et du Sud Kivu. S'il y a des investisseurs qui vont arriver dans le secteur agricole, je ne vais pas parler de mines parce que les Congolais pensent qu'il n'y a que le minerai qui donne de l'argent. Si nous investissons dans la production du cacao, c'est des milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, le Ghana ont des économies fortes aujourd'hui en Afrique à cause seulement du cacao. Donc en plus de minerais, nous pouvons investir, nous pouvons multiplier le secteur économique congolais pour avoir plus de ressources. Il faut avouer que la sécurité d'un pays est maintenue aussi avec les moyens qu'on donne à ces services. Donc nous ne pouvons pas commencer à réfléchir avec un pays comme la RDC comme si nous étions comparables à d'autres pays. Je ne vais pas citer le Congo en face. Ils n'ont même pas la population de la ville de Kinshasa. Donc si on doit projeter la sécurité de la RDC, il faut avoir des moyens aussi à la dimension de notre pays. Nous sommes plus de 100 millions. Il faut regarder la ratio en termes de la population. On a combien de policiers par habitant pour se rassurer que cette police va bien sécuriser la population. Et c'est pourquoi j'ai parlé ici tantôt de la gouvernance sécuritaire. Nous devons repasser notre gouvernance sécuritaire, y compris l'administration publique, parce que le socle d'un État, c'est l'administration, c'est l'armée, c'est la police. C'est la police. Adolphe Voto, vous avez réalisé un documentaire sur un ancien combattant. Certainement que les questions de l'armée, je ne veux pas dire que se résument dans cette vie difficile qu'a connu ces anciens combattants. Vous pensez que c'est une bonne chose que l'armée aujourd'hui soit mise au centre de tous les intérêts, comme le budget proposé à l'Assemblée nationale semble l'indiquer? Il a fallu ce genre de situation pour nous faire prendre conscience que le Congo a vocation de puissance. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes environnés par 9 témoins, 9 voisins, qui tous lorgnent sur le Congo. Et donc, la plupart de nos richesses minières, pour ne pas dire richesses minières, sont à la frontière. Donc nous avons vocation à avoir une armée forte. On n'a pas de choix. Sinon, on sera toujours attaqué. Demain, ça sera un autre pays qui va exprimer ses ambitions. Après, demain, ça sera une autre nation. Donc nous devons construire, bâtir une armée forte. Ça, on n'a pas de choix. En termes de chiffres, mais surtout en termes de qualité. Aujourd'hui, l'armée, ce n'est pas seulement une affaire de biceps ou de nombres, mais aussi l'armée, c'est l'intelligence, l'armée, c'est la technologie, et nous devons aller là et reprendre notre place de puissance en Afrique centrale. Je ne parlerai pas d'économie, en tout cas sur le plan sécuritaire, on est obligé d'aller là. Nous sommes obligés d'aller là. Thierry Mosenepo, vous avez parlé de la diplomatie tout à l'heure. Il faudrait quand même rappeler à nos téléspectateurs, alors que nous parlions du remaniement intervenu au Rwanda, rappeler quand même qu'Olivier Nduhingire a été remplacé. Il n'est plus ministre des Affaires étrangères au Rwanda. Ça veut dire qu'il a été complètement démonté par Thérèse Kayikwamba à l'international. À chaque fois qu'ils se sont rencontrés, forcément, et Kagame l'a certainement compris, a trouvé qu'il faut trouver une réponse à cette diplomatie déployée par la République démocratique du Congo. Mais on parle à l'international. Est-ce que dans la sous-région, la RDC s'est fait entendre? Nous avons 9 voisins, bien entendu. Est-ce que vous pensez que nos 9 voisins nous entendent et nous avons la possibilité de les allier à notre position? D'abord, il faut comprendre par le départ de ce ministre des Affaires étrangères qui avait un bagou et qui n'avait pas la langue dans sa poche, une langue perfide. Ce départ est l'expression que Kagame a compris qu'il faille aller vers d'autres paradigmes.
qu'il faille changer le narratif. Et bien sûr et malheureusement, ce ministre déchu était parmi ceux qui étaient en train de porter une voix offensive, qui était même contre-productive par rapport à l'élan diplomatique porté par le président de la République Tshisekedi, son homologue américain. Même récemment encore, il a eu à prendre ou à faire une sortie médiatique il y a 3 jours, il y a une semaine, sur l'hebdomadaire Jeune Afrique, où il a clairement dit que tant que la question des FDLR n'est pas réglée, il n'y aura pas d'accord. Une position qui a mis Kagame très mal à l'aise parce que ça a apporté l'ire des États-Unis. Donc c'était tout à fait normal qu'avec l'entérinement de cet accord, que ce jeune homme puisse dégager. Et on le lui avait promis. Deuxièmement, est-ce que la RDC est entendue dans la sous-région? Mais bien sûr que oui. Observez la période où le président de la République, Félix Tshisekedi, prend le pouvoir et observez aujourd'hui. Vous allez très vite vous rendre compte que la plupart des chefs d'État, non seulement dans notre sous-région, mais dans la plupart des autres organisations, la SADC notamment, et même les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont eu petit à petit à changer de position au fur et à mesure qu'il y avait une diplomatie offensive du chef de l'État qui a démontré à ses pairs que nous pouvons construire une meilleure Afrique. Regardez comment le président Tshisekedi s'est déployé pour qu'il y ait une paix, pour une transition au Tchad, et ensuite une élection. Comment il s'est déployé pour régler la question du conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, en ce qui concerne le barrage que l'Éthiopie a construit. Comment est-ce qu'il s'est impliqué personnellement dans la situation qu'il fallait stabiliser au Burundi. Tout cela prouve que le président de la République a amené une autre dynamique. Et les autres chefs d'État ont compris que cette manière de faire pouvait permettre à ce que tout le monde puisse trouver son compte. C'est donc dans cette optique-là que la plupart des présidents de la République ont commencé à lâcher le fauve qui se trouve à Kigali aujourd'hui. Donc la République démocratique du Congo a une voix qui porte. Observez comment est-ce que dernièrement la France s'est mobilisée avec plusieurs présidents qui ont fait le déplacement pour la question humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Observez comment est-ce que la SADC a eu à prendre la dernière décision en ce qui concerne la situation de paix en République démocratique du Congo, sans oublier la dernière réunion du sommet des chefs d'État de CEAC. Tout cela prouve à suffisance que la voix de la République démocratique du Congo est aujourd'hui entendue. Il y a une diplomatie pragmatique mais agissante. Une diplomatie pragmatique et agissante. Blaise Bokokia, nous parlions de ceux qui sont aux États-Unis, qui semblent n'avoir pas encore réagi jusque-là. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, on ne vous l'a pas dit au début, va avoir un briefing certainement ce soir. Nous ne savons pas qui va être invité, mais il va revenir sur tous ces détails certainement. Oui, il va parler des grands moments de ce processus qui va aboutir demain à la signature de cet accord entre la RDC et le Rwanda. Patrick Muyaya a toujours été très clair. Attention au poison rwandais avec cette armée numérique qui a élu domicile pratiquement dans notre pays. Vous aviez vu comment il s'est battu corps et âme pour essayer de contrer cette armée numérique. J'espère que Patrick Muyaya saisira cette occasion ce soir. Il fera quelle heure à Washington? Certainement, je ne sais pas, 11h ici. S'il est 20h, ça sera la journée. 14h chez eux, je crois. Oui, il va saisir cette occasion pour parler de tous les efforts fournis par la République démocratique du Congo afin d'aboutir à ce qui va arriver demain au travers de cette signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Mais l'invité, je ne saurais pas vous donner celui qui sera à ses côtés, mais c'est qui est vrai et qu'il y a plusieurs membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Washington, certainement, qui va en choisir et quelques-uns. Si Julien Paluku est là, il maîtrise bien la situation de l'Est du pays, je pense qu'il serait le mieux placé pour être aux côtés de Patrick Muyaya afin de répondre aux préoccupations de nos confrères, non seulement qui ont fait le déplacement de Washington, mais également d'autres confrères qui sont sur place à Washington. Je parle de Julien Paluku comme par hasard. Il y a d'autres membres du gouvernement qui y sont et j'espère que Patrick Muyaya ne sera pas seul. Il aura à ses côtés quelques membres. Le président de l'Assemblée nationale. Par exemple, Meboji a fait le déplacement
a fait le déplacement de Washington. Voyons voir ce qui va se passer. Ce qui est vrai est que la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous donner en temps réel toutes les informations qui vont se passer au niveau de Washington. Ce n'est pas le DGA, la RTNC qui est à mes côtés, qui va me contredire, parce qu'on a tenu des réunions pour la réussite de cette activité de Patrick Mouyaya ce soir à Kinshasa, et également la signature, l'accord demain à Washington entre le président Tshisekedi et le président Kagame, sous le regard vigilant du président des États-Unis, Donald Trump. Bien sûr, Blaise Bokokia, on nous fait des bons. On attend le signal de Patrick Kachala. Le live est apparemment prêt, et si il y a tout ce qui doit, tout ce qui va avec, on ne tardera pas à prendre ce live. Mais en attendant, l'accord va être signé demain à Washington. Il y a plusieurs invités, je ne sais pas, on les appelle les témoins. On dirait les témoins. Il y aura forcément à peu près 9 chefs d'État. Beaucoup de chefs d'État ont fait le déplacement. Hein. Il y a notamment l'Angolais Joao Lourenço qui y sera. Il y a les Burundais Ndaïchimiye qui y sera. Il y a les Togolais qui y sera. Il y a le secrétaire général de l'Union africaine, ou la commission africaine qui sera, et tant d'autres. C'est pour vous dire qu'il y a une dose une dimension internationale qu'on va donner à cet accord pour que Kagame ne puisse plus revenir à ses vieilles habitudes, parce qu'il faut se le dire, Kagame s'est trompé pendant longtemps, à l'époque où il pouvait décider la nomination de quelqu'un en République démocratique du Congo, il faut qu'il donne son quitus. Ça ne sera plus le cas, et Tshisekedi l'a démontré depuis son arrivée à la magistrature suprême. C'est que M. Thierry Moussenepo n'a pas dit, c'est que Tshisekedi a également facilité la cohabitation entre Kagame et Museveni. Ah oui, il faut le rappeler. À la veille justement de son accession à la magistrature suprême, le courant ne passait pas entre les deux, et c'est le président Tshisekedi, dans ses efforts diplomatiques, qui a réconcilié les deux chefs d'État. Merci Blaise Bokokia pour cette information très pertinente pour nos téléspectateurs. C'est un rappel tout simplement. Et comme je vous le disais, le plateau va être assez long. Pour l'instant, avant de parler du cadre d'intégration économique régionale, on va connaître une transition, les temps de congédier les invités que j'ai sur ces plateaux pour l'instant, parce qu'il va y avoir d'autres invités avec lesquels nous allons aborder cette question du cadre d'intégration économique régionale. Mais avant tout ça, cette transition. Pouvoir, il faut ezonga la population. Émission na bino peuple mokonzi ezali émission o esalami pona kolobela bapasi to ba difficulté ya population congolaise. Nini population na biso ezali kosenga na makambo etali ba embouteillage. Na peuple nde mokonzi bokoyeba rôle ya député ezali nini. Mosala ya député ezali nini vis-à-vis ya population. Est-ce que Congolais azo mérité qu'on vivre toujours na taux du jour, na coup de main naie, to ba Congolais bazo mérité un vrai salaire. Ba réalisation o ezali ko sala manakati ya mboka. Sur le plan ya infrastructure, nini o ba kondi basali déjà na o etikali il faut basala. Population ezali ko souffrir na makambo etali ba embouteillage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. To pe ba difficulté nyonso ya déplacement to ya transport o ezali awa na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Nini bakonzi ya mboka bakoki kosala pona kobongisa vie sociale ya ba Congolais. Na émission na bino nde tokosolola na population to mema makambo na bango epa ya bakonzi pona baluka solution. Benga biso na numéro o ezali awa tokoya toko intervenir na problème nyonso oyo ozali na yango. Ozala na Kinshasa, ozala na Congo central, na Lubumbashi, à Kolwezi, na Équateur, ozala partout au Congolais ozali, benga biso na numéro ezali awa tokoya po oloba makambo ozala ngo pour que koma epa ya bakonzi. Na peuple nde mokonzi tokoluka ba solution et puis pouvoir et faut zonga la population avec Noli Tambou le sage. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Mouchi.
un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus. Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.